Bonsoir, c'est un grand plaisir d'être ici pour une fois pour parler de. En fait, c'était très compliqué de trouver un rendez-vous. Je m'en rends. En fait, j'étais en tournage pendant 9 semaines, donc c'était compliqué de trouver le jour, le comment, le pourquoi. Ça m'a donné l'occasion en fait de trouver le sujet qui m'intéressait. Je voulais parler de deux trois choses qui avaient rapport avec la contre-culture. Ça s'appelait comme ça, maintenant ça s'appelle plus du tout comme ça. Et j'avais le choix entre un grand écrivain de bande dessinée que j'adore qui s'appelle Alan Moore, d'ailleurs qu'on va évoquer quelque part. Mais je trouvais beaucoup plus intéressant de dire ok, qui je suis, d'où je viens et pourquoi je fais ce que je fais actuellement en tant que cinéaste. J'ai ramené des livres qui sont ni à vendre ni rien du tout, mais plutôt à consulter. Il faut faire attention, c'est des collecteurs. Et en fait aussi mes bandes dessinées. Moi j'ai écrit dessiné 2 bandes dessinées. Sur les 2 dernières années, donc aussi à consulter. On va faire tourner comme ça les gens, ils vont un petit peu plonger dans ces souvenirs-là. Je trouvais intéressant en tant que cinéaste, en tant que storyteller, il y a un mot très, très joli en anglais qui est en fait ce qu'on fait vraiment à travers les images, à travers le son, à travers les idées, à travers le graphisme, le dessin, etc. Et je trouvais intéressant d'être un enfant des années 80, je suis né en 77, d'avoir grandi dans les années 80, il y avait une énorme absence d'images. Il y avait quoi la télé, une seule télé qui commençait très tard, pas assez de Goldorak, beaucoup de rois, etc., etc. On ne va pas revenir là-dessus. Je trouvais intéressant comment, en fait, quelque part, ça m'a permis, en fait, de voir le monde, d'apprendre une langue, parce qu'en fait, moi, j'ai fait l'école publique et c'était pas très bon pour le français, mais j'ai pu apprendre, en fait, à lire littéralement sur les comics, en fait. Je me rappelle, c'est mon père qui les a achetés. D'ailleurs, j'ai pas trouvé une photo, je portais un magazine dont j'ai la copie actuellement, qui est assez une sorte de mise en abîme de moi, enfant, avec ma magazine que je possède actuellement, que j'ai acheté 20 ans plus tard, mais je ne l'ai pas trouvé malheureusement. Je vais le poster plus tard si je le trouve. Je trouvais intéressant de partager avec vous, en fait, quelque chose qui est intéressant actuellement, parce que c'est plus le souvenir des choses que les choses qui devient intéressant. 20 ans plus tard, on commence à réfléchir pourquoi j'aime dessiner, pourquoi j'aime faire le type de film que je fais, ou web-séries, ou des choses comme ça. Et je trouvais que ça venait finalement de ça, de cet amour-là pour la bande dessinée que je déchirais quand j'avais 3 ans, que je défonçais quand j'avais 3 ans, en découpant les cases, etc. Je faisais une sorte de storyboard. Et à partir d'un moment où je commence à dire à ma mère, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Et c'est comme ça que j'ai appris vraiment le français. C'est-à-dire, j'ai eu énormément de chance d'avoir des parents lettrés qui avaient des livres, qui traînaient. Et de commencer avec ça. Sachant qu'actuellement, ce qui est drôle, c'est ce qui était pour nous la contre-culture. On était des geeks et des nerds, des mecs un peu. Moi, j'ai jamais eu de lunettes, mais j'étais mentalement un jeune homme à lunettes. En fait, c'est le geek comme ça, un peu maigrelet, etc. Sauf que j'ai jamais été ni maigrelet, j'ai jamais eu de lunettes. Comme en fait, mon monde c'était ça, c'était la bande dessinée, c'était en fait. Il y a 3 types de bandes dessinées, même 4 types de bandes dessinées, au choix, parce qu'on confond toujours. Les comics, c'est la bande dessinée américaine de super-héros. C'est écrit avec un X, c'est la bande dessinée américaine ironique, on va dire. C'est mad, c'est beaucoup de. En fait, on se fout de la gueule du comics. Il y a les mangas que tout le monde connaît, c'est assez identifiable, japonais. Il y a la BD européenne. Et puis aussi quelque chose, on confond toujours comics avec Fumetti. Fumetti, c'est Black le Rock, c'est Rodeo. En fait, c'est les BD petites de taille en noir et blanc, qui sont italiennes, majoritairement, qui s'appellent Fumetti. Donc ça, les comics, en fait, c'est une culture qui vient, en fait, de... il y a un très beau roman, Clay and Cavalieri, en fait, de Chabon, je pense, Michael Chabon, qui a écrit comment, en fait, on a commencé à créer des bandes dessinées à travers 2 personnages à New York dans les années 30, et comment ils ont inventé tout un monde. Ça commence avec Superman, évidemment, ça commence avec Batman, et après, il y a l'âge d'argent des comics qui, en fait, concerne ce qui m'intéresse, moi. En fait, comment prononcer ça? Tous ceux qui vont dire Strange font partie de notre génération, et puis ceux qui vont dire Strange à l'anglaise, ils sont à côté de la plaque. Nous, c'était pour le Strange. On se Strange, etc. Et comment finalement, Moul Serrea était une sorte de carrefour culturel. Il y avait Riwayat Abir, comme les Fumetti, Black le Rock, et Zombla, et tout ça. Et parfois, quand on était un peu dans des quartiers un peu plus hype, c'était Strange. Et Nova et Titan et des choses comme ça qui étaient un peu plus colorées, plus trash, plus impertinentes. Donc je trouvais intéressant d'évoquer avec vous en fait
je ne vais pas dire amour, mais en tout cas mon intérêt, mon traumatisme, voilà, c'est plus un traumatisme qu'autre chose. On a traversé ça. Actuellement, ce qui est drôle, c'est très comique, c'est que les films les plus populaires actuellement, c'est des films adaptés de ces histoires-là. Le plus récent qu'on vient de voir, qui cartonne dans le monde entier, c'est Black Panther. Avant, il y avait Doctor Strange, Gardien de la Galaxie. En fait, depuis 10 ans, Marvel domine littéralement le cinéma mondial, les blockbusters, ce qu'on appelle les blockbusters et tout ça. Et je viens de voir un film extrêmement intéressant, parfois jouissif, qui s'appelle Ready Player One, qui est un film de geek fait par un geek pour les geeks. C'est-à-dire tous les autres, ils ne sont pas concernés. J'étais avec quelqu'un qui ne connaissait pas la DeLorean. Bon, c'était juste des gens qui couraient, quoi. Et moi, j'étais en train de sauter comme ça, comme un enfant, parce que je vois la DeLorean, et puis Marty McFly, et puis un Space Invader, et puis une référence à Terminator, et puis Shining, je ne vais pas vous dévoiler, mais c'est la partie la plus intéressante de ce film. Et c'est un film qui est fait aussi par quelqu'un qui a accompagné les années 80, qui est Steven Spielberg, qui reste comme une icône de cette culture-là, entre les Goonies. Donc je vais un peu étaler. Marhaba, marhaba. Les Gremlins et l'E.T. aussi. Les Gremlins, les Goonies, Indiana Jones, Star Wars, évidemment. Toute cette culture-là, le jeune homme, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, vous disiez Star Wars, c'est pas Steven Spielberg, c'est George Lucas. Oui, non, Star Wars. Les geeks peuvent se battre dans le balcon. Ça ne va pas me poser de problème, ça va être Street Fighter. Star Wars, Non, la culture geek est commencée aussi avec Star Trek, Star Wars, qui ne sont pas de la même époque. Mais bon, on ne va pas s'enfoncer là-dedans. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de vous raconter comment un jeune garçon de Casablanca, à 7 ans, commence à s'intéresser à ça et à essayer de faire sa propre bande dessinée. J'ai réussi en fait à le faire beaucoup plus tard, mais entre-temps, je suis devenu cinéaste, c'est-à-dire j'ai écrit beaucoup de scénarios, j'ai fait des films, des web-séries, des choses qui finalement viennent aussi de ça. En essayant d'être très rigoureux, très ambitieux sur la forme, et même sur la manière de le raconter, parce que tout le monde pense que c'était de la littérature pour enfants immatures. Ça n'est pas forcément faux, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi une part de poésie qui appartient au regard de chacun. C'est-à-dire si on parle de ça, c'est aussi on parle de nostalgie, on parle de choses qu'on a perdues. C'est-à-dire moi j'ai grandi dans un pays où on avait à chaque coin de rue mon zria, qui avait des livres aussi, pas que de la bouffe. On nourrissait le cerveau aussi en prenant zria et on salissant l'urine. Moi, il y avait un équilibre écologique drôle, mais bon, c'était intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est comment cette culture-là, très très marginalisée, devenue le centre presque économique du cinéma mondial actuel. C'est-à-dire tous les films qui marchent, ça sort de BD, c'est Batman, c'est Superman, quand ça marche bien, quand ça marche pas très bien, c'est tous les films Marvel qui appellent aussi tout va se faire, ce qui va se faire après par image. Et ça va durer, je pense, 10 ans, 15 ans, et après ça va se taire parce qu'on en a marre de voir tous ces films sur des personnages. Et ce qui est drôle, c'est-à-dire quand je sais pas s'il y a des gens qui ont vu Iron Man, les films d'Iron Man, en fait c'est un arc narratif qu'on a tous lu dans les années 80. Le diable dans la bouteille, tous ces schémas-là, c'est des histoires qu'on connaît très très bien. Avengers, le prochain Avengers avec Thanos, c'est un arc que j'ai lu il y a 10 ans. C'est une BD que j'ai lu il y a 10 ans, de Infinity Gauntlet, toute la guerre. En fait, si je dis quelque chose qui n'est pas clair, arrêtez-moi, comme ça on va faire en bas de page, des trucs comme ça. On peut, ça peut être de manière verbale, ça peut être marrant. Et je trouvais intéressant d'évoquer cette époque-là aussi pour évoquer en fait comment quelque part, moi ça m'a sauvé en fait d'être là-dedans, d'être dans le livre, dans le mauvais papier. Parfois je déchirais des pages avant de rendre un truc à Moustria. Et donc voilà, ça m'a pas bien fait. Mon karma n'est pas très propre de ce côté-là. Mais bon, la reine. Il y avait tellement des pages que j'adorais que je les déchirais pour les garder. Donc voilà, donc pour moi en fait c'est quelque chose qui est assez fondateur. Moi je ne suis pas un gamer, je ne suis pas un mec qui joue aux jeux vidéo, je déteste ça. J'aime bien savoir comment ça fonctionne, je connais très bien la culture, etc. Mais je n'ai jamais joué vraiment, littéralement. Ça ne m'intéresse pas du tout de perdre 2 semaines de ma vie sur un jeu vidéo. Donc, ceux qui connaissent Candy Crush savent de quoi je parlais. Donc pour moi c'était intéressant de revenir là-dessus, de discuter, surtout d'ouvrir en fait
un dialogue. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est surtout le dialogue. Strange, en fait, je vais faire tourner les magazines parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc, je ne vais pas vous donner ça parce que c'est un artefact qui m'a coûté, je ne sais pas, 300 €. Donc, je ne vais pas vous donner ça. Ce qui était intéressant, c'est la version française de bande dessinée américaine, sachant qu'il y avait une réadaptation. C'est-à-dire, la censure faisait son travail, il coupait beaucoup de choses, parfois il modifiait des visages, parfois il modifiait des formes. Et même dans ce monde enfantin, on se rend compte qu'on n'a pas vu la vraie. On a vu finalement des BD apocryphes, retravaillés, recrachés, parce que digérés par des adultes qui pensent faire du bien pour des enfants. Et il fallait voir des collectors, je sais pas, maintenant quand j'achète un collector, une ressortie en anglais, etc., ça devient intéressant parce que je peux comparer les deux et dire finalement on se fout de notre gueule. Pour moi, ça me rappelle quand on coupait les baisers dans les films qui passaient à la RTM, chez Ali Hassan, etc. Et quand tu regardes le film, tu réalises qu'on t'a coupé la moitié du scénario, quoi. Tu dis, bon, qu'est-ce qui nous a plu en fait dans le film quand on l'a regardé complètement tronqué, tout ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est en fait c'est la poésie des films est beaucoup plus forte que ce qu'on peut essayer de couper, de tronquer, couper, enlever. Vas-y. J'allais juste donner un exemple, je pense qu'il illustre parfaitement ça. C'est comme la version du film Thelma et Louise en Arabie Saoudite, ça dure 3 minutes. Ils ont coupé toutes les scènes où les deux, elles sont en train de conduire. Okay. C'est un porno, quoi. C'est des pornos en Arabie Saoudite. Je pense que ça va changer. Donc, et comment finalement, sur la base de dessins qui peuvent parfois être très mauvais, de scénarios qui peuvent être très manichéens, premier degré, c'était aussi la fièvre anti-rouge. Donc il y avait beaucoup d'américanisme en fait, qui restait même dans les versions en français. Comment moi, en fait, je suis rentré dedans et j'ai fait mon marché finalement. Comment j'ai fait le marché de mon imaginaire, comment je me suis approprié tous ces personnages-là avec des super pouvoirs. Je me faisais rêver, moi, un gamin qui jouait Bilbi, qui a Bilbi, je suis Gaudron avec l'ours, Canal Hamri, qui a Bilbi. Comment finalement ça a participé en fait à cette ouverture qui est intéressante. À une époque qui était assez violente, c'est-à-dire même à 5, 6 ans, 10 ans, on se rendait compte que c'était très fliqué, c'était dur, c'était violent. Et j'ai fait 6 longs métrages là-dessus, sur ce poids-là. Le poids des années 80 sur nous en tant que population. En tant que nation, l'absence d'ouverture, l'absence de fenêtres, l'absence de ponts aussi. Comment trouver en fait un territoire d'imaginaire et les comics avec tous ces anachronismes, toutes les choses un peu abracadabrantes, moi en tout cas m'a permis de m'évader. Après c'était le métal. À 15 ans c'était Metallica et après j'ai développé d'autres choses qui m'ont protégé, m'ont permis de me construire en tant qu'individu dans cette société-là, et de m'ouvrir aussi, de permettre aussi d'être un esprit beaucoup plus critique. Je vous rassure, je ne lis pas que des comics, je lis tout le reste, mais pour moi c'était important de partager ça avec vous parce que maintenant je sens que c'est quelque chose qui est en train de s'éloigner. On voit ça de moins en moins, c'est devenu un petit peu des images, des visages sur des t-shirts ou des posters en IMAX et des choses comme ça. C'est comme en fait ce qui va arriver à Star Wars, c'est-à-dire c'est tellement consommé que ça n'aura plus d'intérêt en fait, ça va être dévitalisé complètement. Et comment en fait on parlait avec ce retour vers notre enfance en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça parce qu'ils l'ont vécu avec nous. Il y a des jeunes qui ne sont pas du tout au courant parce que pour eux c'est des bandes dessinées, enfin c'est des films en personnages réels, etc. avec des choses hyper élaborées. Pour moi les comics c'est Spider-Man qui porte un truc en tissu, c'est Black Panther qui porte un truc en tissu qui est fort parce qu'il est fort, pas parce qu'il porte une armure comme un chevalier. Le seul qui portait une armure, c'était Rome, le chevalier de l'espace, qui reste mon personnage favori de comics, et Iron Man. Évidemment. Donc, dans ce choix-là, il y a aussi forcément un choix philosophique. C'est que quand on choisit de lire Strange, ça veut dire qu'on est plutôt Marvel et pas DC. DC, c'est la maison mère, on va dire, de Superman, de Batman et de Wonder Woman, qui est beaucoup plus vieille, beaucoup plus conservatrice. Là, au Marvel, c'est les foufous, en fait. Ils ont commencé plus tard, mais ils ont éclaté tout parce qu'ils étaient complètement dans la contre-culture, en fait. Rapidement, ça commencé dans les années 50, ça s'est retrouvé dans les années 60, où on avait un besoin de contre-culture, en fait. Ils se sont accrochés à ce mouvement-là. Ils ont généré des personnages complètement fous, complètement dingues. Et du coup, en fait, c'est soit on est là, soit on est l'autre. On peut pas, je sais pas, moi je pense qu'on ne peut pas être les deux. C'est les Beatles et les Stones. Voilà, disons que Marvel c'est les Stones et DC c'est les Beatles, c'est un peu plus classique, probablement ça va durer plus longtemps, mais ils sont moins rock, probablement ils sont meilleurs,
mais ils sont moins forts. C'est-à-dire, je suis conscient de ça. Les meilleurs BD, c'est DC Comics qui les fait. Oui, alors, je suis tout à fait d'accord. Parce que moi, je trouve personnellement que l'univers Marvel est un univers sans queue ni tête et où il y a un rapport de différence entre les personnages qui est incroyable. Voilà. On est d'accord. Ils ont de moins bons scénarios. Mais ils sont beaucoup plus spectaculaires. Exactement, voilà. C'est une question de marketing. C'est Fast and Furious. C'est ça qui est intéressant. Par contre, ça, il y en a pris. Non, c'est pas vraiment vrai. Je veux dire qu'en fait, DC a développé un rapport au texte beaucoup plus fort que Marvel. Stan Lee écrivait n'importe quoi et dessiné par Jack Kirby et que ça lui donnait du panache, ça plaisait aux gamins qu'on était. Ça reste très beau, mais c'est pas très profond, c'est pas très pertinent. Quand on regarde ce qui est fait par DC, par la branche en tout cas Vertigo de DC, c'est beaucoup plus écrit, c'est-à-dire qu'ils ont des auteurs et les auteurs sont plus forts. Alan Moore, il a toujours travaillé avec DC et puis à un moment jusqu'au moment de les renier, faire la meilleure, de toute façon, de manière très simple. Si vous voulez apprendre tout sans se taper 3000 pages de texte, il faut lire juste Watchmen. C'est un traité philosophique sur ce que c'est un super-héros de tous les âges, l'âge d'or, d'argent et ce qui vient après. Et surtout, c'est un très très grand roman aussi. C'est-à-dire, c'est là, je pense que c'est classé parmi les 100 plus grands romans de toute l'histoire de l'humanité, je pense. Et c'est un très très grand. Voilà. On va pas. C'est trop complexe peut-être. Mais non. Il faut être un peu plus travailleur aussi. Se concentrer plus. Donc je voulais parler de ça. Voilà, j'ai parlé de DC Marvel, j'ai parlé de Fumetti. Et ce qui m'intéresse en fait aussi dans les comics, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, parce que je voulais le rapprocher aussi avec ce que je fais actuellement, c'est-à-dire le cinéma en tant que cinéaste. Ce qui est intéressant avec la BD, c'est que tout le monde pense que c'est un peu des storyboards. Sauf que c'est pas vrai. C'est une écriture séquentielle, évidemment. Ça appartient en fait, le mouvement se fait dans la tête du spectateur plutôt que vraiment dans la page. C'est pas une animation vraie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au cinéma, on a quelque chose qui s'appelle l'effet Kolotchev. C'est-à-dire comment associer deux images et générer un sens qui parfois peut être contradictoire selon le changement d'image. Les mêmes images. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes au courant de ça, l'effet Kolotchev? Oui, non, voilà, c'est une phrase qui claque. L'effet Kolotchev, en fait, c'est très simple. C'est quelqu'un qui a mis des images de quelqu'un qui regarde la soupe. Nous, on pense qu'il a faim. Le même photo ou le même plan de quelqu'un qui regarde une nana allongée, on pense qu'il a un désir sexuel envers elle ou de la tendresse ou une envie. Quelqu'un qui est mort, on pense qu'il est triste. Le même plan, la même image. Et je trouve c'est ça qui est intéressant parce que c'est ce principe d'association d'idées qui permet en fait la création du sens, de dépasser le cliché, de dépasser le premier degré, de dépasser en fait ce qui a été fait, parce que ça c'est important dans les comics. Chaque génération d'écrivains a essayé de casser ce qui a été fait avant en apportant quelque chose de transgressif. C'est-à-dire quand on regarde Superman et Deadpool, on mesure en fait l'évolution de l'histoire des comics. Superman, c'est un personnage droit qui vient d'une autre planète, qui a des valeurs précises, il est increvable, donc il est chiant comme la mort, tu vois. Donc on ne peut rien faire avec un personnage comme ça. Il gagne tout le temps, il a la mâchoire carrée, ça n'a rien. Il y a quand même le ton de la mort de Superman quand même. Ouais, non mais là n'est pas le problème, il faut quand même générer du drame. Je pense que ce qui est intéressant, c'est comment en fait on est passé de ça à Spider-Man qui était un gamin, un lycéen qui galère, qui était maigrelet, qui était pas aimé, avec des lunettes, etc. Et puis comment on est passé complètement vers un personnage comme Deadpool ou comme Lobo. Enfin, Lobo c'est un autre personnage aussi qui est super marrant, qui sont complètement dans la transgression, beaucoup plus proche d'un esprit fluide glacial, très européen, très transgressif. Et d'ailleurs, les meilleurs auteurs de comics américains sont anglais. Alan Moore, il est anglais. Frank Miller, il est américain, mais bon, lui c'est un facho, donc ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est ça qui était intéressant, c'est comment raconter aussi l'évolution du monde à travers 60 ans de bande dessinée. Je pense pas que dans Tintin, on a réussi à faire ça. Ça reste très une formule précise, avec un personnage qui bouge pas, etc. Là où les comics, sous leur apparence de simplicité, de simplisme, aux dividendes, en fait, il apportait quand même l'air du temps. Il y avait toujours une guerre contre les Russes, il y avait toujours même des rapprochements, c'est-à-dire
Ça se faisait dans les années 70, des rapprochements, en fait, on créait des teams, des héros russes de l'Union soviétique qui vont se bagarrer contre les Américains et puis ils vont trouver un méchant plus méchant que tous les autres et vont s'allier pour, etc. Et ça créait en fait quelque chose qui était assez smart à l'époque, assez intéressant à examiner a posteriori. Je ne comprends pas pourquoi tu dis que Tintin est en dehors du monde alors que c'est tout à fait le contraire. Tintin, le Lotus Bleu, il se passe exactement pendant l'invasion de la Chine par le Japon. Au contraire, je trouve que Tintin reporter, il est à fond dans l'actualité du monde et dans un monde concret, peut-être moins abstrait. Non, non. On peut multiplier les exemples à l'infini sur Tintin, mais en l'occurrence, il est vraiment ancré dans le monde. Oui, mais je parle. On a marché sur la Lune, c'est la Lune spatiale. Il y a aussi ouais. Non, pour moi, c'est le personnage qui ne bouge pas. Le monde bouge, forcément, ça bouge. Mais je parle de personnages qui bougeaient à l'intérieur de leur propre écriture. C'est-à-dire, quand on écrit un personnage de bande dessinée, la hantise, c'est de ne pas savoir qui il est précisément. C'est ça. La caractérisation. Il n'a aucune personnalité vraiment très profonde, ce personnage. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, lui, il traverse des événements et il est le réceptacle de. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est pas une critique, hein, c'est juste une manière de comparer. C'est comme Spirou, j'aurais pu dire Spirou ou Kibutus ou je sais pas quoi. C'est pas du tout une critique. Quand on dit que Tintin a une personnalité lisse, parfois on pourra en discuter, mais je comprends mieux. C'est tout. Mais dire qu'il est en dehors du monde, au contraire, il est à fond dans l'actualité. Non, c'est son métier. Oui, mais en fait, ça ne le transforme pas. C'est ça la chose fondatrice, c'est-à-dire lui, il traverse ça comme un voyageur, comme un aventurier, mais avec ce côté, rien ne va lui arriver. Il ne va pas être blessé, il ne va pas être transformé. Sauf que nous, on parle de personnages qui sont complètement fantaisieux. Un qui devient feu, l'autre qui devient le golem, etc. Pas le golem, etc. Chacun un qui est élastique, il a subi des trucs, des rayons cosmiques, bref, c'est complètement abracadabrant. Et comment progressivement on parle de quelque chose qui est très fantaisiste, proche de Lovecraft finalement, et on le tire vers le monde et ça devient un enjeu beaucoup plus grave, beaucoup plus signifiant, avec la transformation, avec la famille, avec le monde en mutation, avec la guerre civile, avec des choses en fait qui les transforment. La question du bien et du mal ne se pose pas forcément dans Tintin, parce qu'on sait que Tintin fait partie du bien. Parce qu'il a raison, ce qu'il a tort, ça c'est autre chose. Il y a aussi Tintin au Congo, tout ça, on va se poser des questions là-dessus. Ces personnages-là se posent la question du bien et du mal au sens américain. C'est-à-dire nous contre les autres. Nous, on a les valeurs qui nous protègent et on a envie que le monde soit beaucoup plus civilisé, etc. Et l'évolution du comics nous a permis d'évoluer avec ça et d'avoir des réflexions assez poussées sur la guerre du Golfe, la guerre du Vietnam, un certain nombre d'événements où finalement on ne s'y attend même pas. En fait. On reçoit un coup sur la tête en tournant des pages très bariolées, très colorées, très extravagantes, et on commence à se dire, en fait, on se pose de vraies questions d'éthique, en fait. C'est ça. Et c'est ça le fond même pour moi de la question du super-héros, c'est la question de l'éthique. Qui sommes-nous pour essayer de sauver le monde? Ça marche bien quand c'est James Bond et que les spectres en face, mais c'est beaucoup plus complexe quand c'est le monde est beaucoup plus fluctuant. Le monde après... de très très belles bandes dessinées ont été fabriquées en indépendant parce que c'est beaucoup plus graphique, violent, sexuel, etc. Sur le 11 septembre, sur la guerre en Irak, sur tous ces événements-là en fait qui font partie du monde et qu'on peut examiner de 1 milliard de manières différentes, mais on peut aussi apporter la question du super pouvoir. Quelqu'un qui a le pouvoir de dominer les autres. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va presser le bouton? C'est-à-dire, on pense, Donald Trump, typiquement, c'est un méchant, c'est le Joker. On peut simplifier ça comme ça et dire, bon, le méchant est in charge, c'est lui qui gouverne, qui va le contrer? Il n'y a plus personne. Ça ne va pas être la Russe, la Poutine, c'est un autre méchant. Voilà. Et je trouve intéressant comment, en fait, le rapport au super-pouvoir, qui est un rapport utopique ou utopiste, me permet en fait de revoir le monde avec un rapport de force déséquilibré beaucoup plus intéressant, parce que c'est pas la question d'avoir des armes. Les hommes peuvent être surpuissants et ne pas être abattus par des bombes atomiques, ça peut être Hulk ou Thor ou même Superman. C'est ça que je trouve intéressant. Je suis désolé, on s'est enfoncé dans un truc comme ça, qui est un peu plus sérieux, un peu trop sérieux. Mais je pense que c'est intéressant. Mais après, il faut réagir en fait. Moi, je donne que des points de vue en fait sur des choses que j'ai lues. Donc, J'essaie aussi, s'il te plaît, si tu peux rapprocher ça avec le phénomène des mangas. Parce que tu as dit tout à l'heure que ça marche, que
c'est quelque chose qui disparaît. Mais c'est juste pour les comics. Les mangas, ça marche très bien et ça se développe, je pense. Est-ce que tu peux nous rapprocher ça avec quelles sont les différences déjà dans tout ce qui est écriture, tout ce qui est temps et tout ça, et pourquoi ça marche? Le manga et les comics? Non, les mangas, pourquoi ils marchent plutôt que les comics? Je pense que depuis 20 ans, en fait, le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème. Disons que les comics, c'est un peu la vieille dame, quoi. C'est-à-dire, les personnages, on les connaît. La plupart, ils ont maintenant entre 70 ans et 50 ans d'existence. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'histoires qui ont été racontées. Il y a un effet de saturation pour, en tout cas, le fandom, pour ceux qui ont grandi avec les comics. Donc, à un moment donné, ça tourne en rond. Et puis, il y avait un mouvement qui était très intéressant qui s'appelait Image Comics. C'était des dissidents. C'est des gens qui sont sortis de Marvel pour construire leur propre société, on va dire ça comme ça, parce qu'ils n'étaient pas très bien payés. Et c'était des stars, des dessinateurs et scénaristes à l'époque. Ils ont construit un truc qui s'appelait Image Comics dans les années 90. C'était encore beaucoup plus extravagant que Marvel. Il y avait ce qu'on appelle les splash pages, c'est-à-dire une page complète avec de la bagarre, ça vole dans tous les sens, tout ça. Et sauf que scénaristiquement, c'était très très faible. Et donc, ça a explosé parce que ça apportait une fraîcheur visuelle. Mais à un moment donné, on regarde de plus près, il n'y a pas grand-chose, ça ne propose pas autre chose. En sachant que dans les années 70, il y avait de grands écrivains. James Starlin, Jim Shooter, des gens qui écrivaient très bien, qui étaient en maîtrise aussi. C'était des gens la première génération qui a grandi en lisant des comics des années 50-60, qui ont commencé à donner une version update, c'est-à-dire une version 2.0 des comics. Donc il y avait toujours un vrai recherche de détails, quelque chose d'extrêmement pertinent, ça devenait un peu plus complexe, plus structuré, plus psychédélique en même temps. Et après, je ne vais même pas parler de l'apport de quelqu'un comme Alan Moore qui a complètement repris les choses, il les a complètement inversées en transformant ça en quelque chose de très très philosophique. Le rapport au monde, quand on regarde une BD comme V for Vendetta, c'est génial parce que c'est un pouce au crime. C'est-à-dire, il appelle, c'est l'équivalent en BD de 84. C'est-à-dire, sauf que lui, beaucoup plus agressif et transgressif, il n'a pas peur de dire oui. Guy Fawkes, c'est quelqu'un qui a cherché à péter le Parlement anglais. Il a mis des barils, c'est un terroriste, quoi. On est en train de parler d'un terroriste. Et c'est devenu le symbole après de Anonymous, etc., etc. Ils ont repris le masque et tout ça. Il y a une pertinence qui est sous-jacente, que je trouve toujours intéressante, parce qu'il faut aller la chercher, en fait. C'est pas évident. Quand on regarde les dessins, parfois on est ébloui ou on déteste les dessins, mais derrière, il y a toujours une écriture très intéressante qui se construit sur les strates de ce qui a été fait avant. Le manga, moi je suis pas forcément spécialiste, mais pour moi le manga est commencé avec Akira quand le film est sorti, en 92 je pense. 88, Akira. Ah bon, 92 en France. Voilà, c'est ça. Moi, je me rappelle de cette sortie-là. Et ça a été révolutionnaire parce que ça proposait quelque chose qui était... Mais le manga, il existait depuis avant, depuis Astro Boy. Non, mais bien sûr, évidemment. Goldorak, c'est un manga. Mais on ne le voyait pas comme ça. On le voyait pas comme ça. Les vieux Miyazaki et tout, c'est du manga. Mais pour moi, c'était pas des mangas. Pour moi, c'était la question du texte. C'est-à-dire comment moi, je suis rentré dans ce monde-là. Bien sûr, c'est Gonakai. Non, c'est le créateur de Astro Boy, c'est le créateur... Non, Tezuka. Astro Boy. Donc, et Goldorak, c'est qui? Je sais pas. Gonagai. Bref, c'est encore un nom compliqué. Pour moi, c'était comment, en fait, c'est devenu un phénomène en Occident, parce que ça existait depuis beaucoup plus longtemps que les comics. Un phénomène occidental à travers ça, à travers Ghost in the Shell, à travers des films qui ont redéfini en plus le rapport à l'imaginaire, un imaginaire beaucoup plus moderne, beaucoup plus transgressif. Les Japonais, ils ont cette faculté en fait à pouvoir raconter une histoire qui n'est pas du tout mainstream, en lui donnant le travail de Miyazaki, c'est pas très mainstream, mais en même temps on est embarqué par quelque chose. C'est pas très à l'américain, c'est pas très à l'occidental. C'est pas très héroïque, c'est beaucoup plus... Voilà, c'est plus subtil. La fin d'Akira est géniale, la fin de Ghost in the Shell est extraordinaire. Et on n'arrive pas à avoir cette finesse-là en comics parce qu'on a besoin d'être dans une 3 actes, dans une autre dynamique, c'est un autre public, ça obéit à autre chose. Le rapport à l'obsession est différent, c'est-à-dire l'obsession dans les films japonais est géniale. Que ce soit les films d'animation ou le rapport à l'obsession par rapport à la société, on est dans un échec social qui se transforme en obsession, qui se transforme en... Je pense à Millennium Actress, je pense à
Paprika, en fait, des films qui sont beaucoup plus pointus, en fait, ou Perfect Blue, des choses comme ça qui appartiennent au manga. Après, il y a les mangas de cul, les mangas de tout ce qu'on veut, en fait, de Goldorak, enfin, ce genre de choses, en fait, les mechas, on appelle ça les mechas. Appleseed. Appleseed, il y a un autre que j'adore, je sais pas comment je Gundam, machin. Non, c'est pas Gundam. Bref, ça va me revenir. Genesis Evangelion, Ouais. qui est extraordinaire, extraordinaire. Il faut voir les films. Après, il faut aller chercher les BD, tout ça qui sont un peu plus, il y a plus de cul dedans, mais plus de sexe. Et c'est ça qui fait la différence. Maintenant, quand dans BD américain on fait ça, c'est complètement transgressif, c'est complètement marginalisé, c'est complètement, c'est crumb, c'est des gens en fait un peu plus dans la caricature en quelque sorte qui travaillent là-dessus. Est-ce que ça répond ou pas? Non? Si. Ah, ça répond? Pardon. Donc pour moi le manga ça n'a jamais été mon univers, j'ai toujours pas. Je lis du manga quand je trouve quelque chose qui m'intéresse, mais je ne suis pas un connaisseur de manga. Et pour moi le phénomène vient aussi parce que c'est arrivé plus tard, c'est arrivé dans les années 80 avec tout ce qui se passait à la télé, Club Dorothée et compagnie quoi. C'est arrivé un peu sur cette mouvance. Mais c'est vrai, il ne faut pas avoir peur. On est aussi des enfants de XOR et de Ultraman et tout ça, il ne faut pas avoir... Olivier Tom aussi. Olivier Tom, et Sébastien. Donc voilà. Donc ce qui m'a intéressé en tout cas en tant que... Actuellement, quand on repense, c'est-à-dire j'achète tout le temps les comics, c'est ça, quand je repense, ce qui m'intéresse, c'est comment en fait raconter des histoires qui peuvent être très complexes, layered, avec des couches et des couches et des couches, qui peuvent être assez profondes, mais qui aussi peuvent s'adresser en fait à un public de surface, un public qui regarde des BD, qui tourne les pages, qui dit tiens je vais déchirer cette page et la coller quelque part, ou la photographier et la mettre sur mon compte Instagram et tout ça. Ça aussi ça fait partie de cette culture-là. Maintenant la BD on l'expose. J'avais envie de parler de deux monstres. Si vous avez des questions, il faut me les poser, hein, parce que je vais rouler, m'arrêter. Pour moi, les comics, c'est aussi une dualité très intéressante en fait. C'est entre un monsieur qui s'appelle Stan Lee, que tout le monde a vu. Stan Lee, c'est Stanley Lieber. C'était l'un des boss de Marvel. Il a commencé à écrire, il a presque inventé tous les personnages. Quand il est inventé, en fait, c'est toujours mignon parce qu'il est à moitié père de tous les personnages. Il a fait Spider-Man, tous ces personnages-là, il les a inventés. Et Jack Kirby, en fait, qui était pour moi le cinquième Beatle. C'est quelqu'un qu'on a beaucoup mis de côté parce que c'était un dessinateur acharné, un très très grand dessinateur, c'est-à-dire les planches actuelles. J'avais en fait envoyé une photo d'un travail de Jack Kirby. Il est immortel, c'est-à-dire c'est très classique, très robuste, très particulier, très grave et tout ça. Mais plus le temps passe, plus ça devient pertinent. Et c'était en fait la fourmi travailleuse. Et comment il opérait ces deux personnages. Parce qu'en fait, après, c'est devenu une question de droit. Qui a inventé les personnages? Avant, c'était... tout le monde était d'accord pour dire que Stan Lee a inventé Marvel, en tout cas le Marvel qu'on connaît actuellement, à part 2-3 personnages. Sauf que ça ne s'est jamais fait comme ça. Il y avait tout un litige très compliqué avec les héritiers de Jack Kirby, qui était un grand dessinateur. Et il a laissé 20 000 pages de dessin ou quelque chose d'aussi. C'est énorme, les choses qu'il a laissées derrière lui parce qu'il dessinait tout le temps. Comment il opérait, c'est très simple. C'est-à-dire, Stanley disait, bon, c'est l'histoire de mec qui va rencontrer une extraterrestre, et puis on ne sait pas ce qui se passe, et puis vas-y, remplis les blancs. Et Kirby, en fait, qui était aussi, après il est devenu scénariste, il dessinait tout. Il laissait les cases vides pour que Stanley remplisse les dialogues. Donc les dialogues c'était très, très peu calorique, c'était très descriptif, premier degré. Enfin, il n'y avait pas une vraie littérature. Sauf que le trait de Jack Kirby était tellement puissant que ça a emporté l'adhésion. Et bien sûr, Stanley était un exécutif, il était un boss de Marvel. L'autre, il était juste un employé. Donc il a été pendant je pense, 20 ans ou 30 ans, il a été un petit peu spolié de son droit. Je pense que ça s'est rétabli. Il n'y a pas longtemps, on lui a rendu les planches originales à ses enfants. On a essayé de le rémunérer parce que, voilà, c'est comme dire, il a inventé tout, sauf qu'il n'a jamais tiré profit de rien. Là, tout le monde dit, on voit Stanley dans tous les films Marvel, par exemple, qui soient produits par Marvel ou par Fox ou par je ne sais pas qui d'autre, il fait une cameo, enfin une apparition, comme Hitchcock. Quoi. Tout le temps, il est là. On peut faire un film sur juste les apparitions de Stanley. Et ça commence à poser problème en fait, aux héritiers, aux gens qui connaissent en fait, les comics, littéralement, parce qu'on ne peut pas prétendre que c'est lui le pape des comics modernes, parce que c'est pas vrai, c'est pas lui qui les a inventés. Il a inventé Spider-Man avec Steve Ditko, qui était aussi un fou furieux.
qui a toujours refusé en fait le compromis en fait, parce qu'ils étaient esclavagisés. Ils écrivaient, ils devaient faire des pages, de la page, déjà. Leur page appartenait à une société qui les payait très mal. Après, ils faisaient beaucoup de bénéfices à travers les t-shirts, les BD, les machins et tout ça, et il n'y avait pas de royalties, ils ne reversaient pas d'intéressement. D'où en fait le mouvement de scission de Image Comics dans les années 90, c'est que les mecs ils disent bon, nous on fait tout, mais on n'est pas si bien payé que ça, on va partir, on va emporter les meilleurs artistes et on va construire quelque chose qui nous appartient, où chacun va posséder son propre personnage. Il y a Spawn de McFarlane, il y a, je sais pas, Phantom, bref, il y avait 5 ou 6 Larsen, 5 ou 6 auteurs vraiment pointus, vraiment qui étaient de très grandes stars dans les années 90, où ça se vendait plus, en fait ça se vendait beaucoup plus. C'est l'époque où ils ont sorti La mort de Superman, qui a cartonné, qui a redéfini en fait une sorte de rapport au personnage de comics en le tuant. C'est-à-dire, après il y a la mort de Captain America, enfin il y a plein de morts qui se sont succédés, qui redonnaient en fait une impulsion parce que d'un coup Superman est mort, et puis tout le monde en entend parler dans les infos un peu partout dans le monde, comme quoi, comment ça on peut tuer Superman. Tout le monde s'est intéressé à savoir comment on l'a tué, alors que c'était juste un gimmick en fait, c'était pas forcément très judicieux, mais ça fait ce qu'on appelle aujourd'hui le buzz. Donc ça c'était intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est moins d'une heure. Ah oui, pardon. Donc maintenant que vous avez vu les BD que je lisais, en fait après je suis devenu aussi quelque part BDiste. Donc j'ai apporté en fait ma première BD qui s'appelle Voodoo, qui a été éditée par le Fennec. Et la deuxième qui est beaucoup plus compliquée parce que c'est un peu plus underground, on va l'appeler ça comme ça. Voilà, si vous voulez voir. En fait, après, voilà, j'ai transformé mon amour de la BD en création, quelque chose qui appartient à ce pays, mais en même temps qui prend racine dans cet héritage-là, dans cette envie de voyager dans ces mondes-là, de l'imaginaire, de la fiction, de la science-fiction, etc. Et comment trouver en fait un îlot personnel, parce que finalement, ce qui nous intéresse dans les histoires, c'est ce qu'on y retrouve, en fait. C'est finalement une forme de solitude qui nous réconforte. Un rapport au monde un peu plus personnel, une singularité. Quand on est créateur, le plus important, c'est d'être dans la singularité, de proposer quelque chose qui est différent, pas fédérateur, différent. Parce que pour moi, on se trompe toujours en pensant que le plus important dans ce qu'on fait, c'est de fédérer. Je pense que non. Je pense que le plus important dans ce qu'on fait, c'est de faire réfléchir les gens, les pousser à réfléchir, les embêter un peu. Et surtout, on est dans un pays du tiers-monde, il ne faut pas avoir peur de rentrer dans le tas, quoi. De proposer quelque chose qui n'est pas rassurant, qui n'est pas dans l'establishment, qui n'est pas du tout... Sur mes 2 BD, il y a plein de plans qui ne passeront pas la barre des interdits aux moins de 18 ans, mais bon. Et on a même des problèmes d'édition, on a même des problèmes d'impression, on a un problème d'exposition, etc., etc. Il y a Kamel qui a assisté à ça. Donc voilà, si vous avez des questions... Moi, je dois avoir quelque chose comme 30 questions, donc je vais... Vas-y, la première. Alors, la première question, je ne sais pas si on peut répondre à ça, si vous pouvez répondre à ça, ou peut-être nous tout le monde, enfin, toutes les personnes qui sont ici. Mais moi, je me dis que par rapport au comics, c'était pendant un moment quelque chose qui était de l'ordre du puriste, entre guillemets. Quand on part en Europe ou quelque part, et qu'on voyait à la FNAC ou ailleurs des gens lire des BD, on trouvait ça extraordinaire, parce qu'ici, c'est vraiment, enfin, les gens se le passent un peu sous le coude. Et du coup, lorsque maintenant Marvel reprend tous ces grands noms, ces grandes histoires, qu'il les retranscrit à l'écran et que du coup ça devient mainstream, est-ce que est-ce que c'est tuer est-ce que c'est tuer la chose, est-ce que c'est tuer le rêve, ou bien est-ce que c'est l'ouvrir à plus et du coup perdre l'intérêt, parce que quand on voit, il y a quelques BD qu'on revoit dans le film, comme vous avez dit tout à l'heure, l'histoire est coupée, ce n'est pas la même âme, c'est pas notre vécu. Alors, je comprends très bien, ça c'est la première partie de la question, la deuxième, je comprends très bien, moi qui suis très Star Wars, là les derniers, quand je vais les voir, alors je me dis, et je fais de la pub aussi, donc du coup je comprends pourquoi ils font ça. Alors ok, Dark Vador, ils ont changé le personnage, ils ont mis une fille, c'est pour pouvoir
c'est la mouvance féministe machin, donc ok c'est cool. Ils ont enlevé le mec, ils l'ont rajeuni, oui c'est pour attirer le petit enfant ici, c'est pour pouvoir vendre encore des pantoufles Star Wars, c'est pour... Mais du coup je suis... Alors j'adore ce qui a été fait, le dernier je l'aime beaucoup, mais je me dis est-ce qu'ils ont tué mon imaginaire et mon rêve en marketant à ce point, ou est-ce que c'est juste aujourd'hui je suis millénieuse, ils savent que si je vais voir ça j'emmènerai ma fille avec moi et du coup c'est de la récupération de marchandises pour pouvoir durer. C'est un petit peu ce... En fait il y a... Si je peux me permettre, ça a toujours été du marketing Star Wars, même le premier. N'oublions pas que c'est grâce à Star Wars que les produits dérivés sont nés aussi. Non, complètement, je suis complètement d'accord, mais pendant un certain moment, lorsque l'effet marketing était dissipé des premières années et que dans les années 80 il n'y avait pas la force qu'on pourrait avoir aujourd'hui, à un certain moment, ça avait quand même, ça s'était calmé légèrement. C'est devenu une sorte de mythe. Voilà, c'est devenu une sorte de mythe. Alors justement, est-ce que ce n'est pas casser, tuer ce mythe que de le marketer, mais à donf, parce que vraiment, une fille, ok... En fait, c'est très simple. Beaucoup de références. Je peux répondre facilement. C'est le capitalisme, c'est tout. Ça s'appelle capitalisme. Et non, mais aussi, il ne faut pas être... Pas être dans la naïveté, parce que les comics, c'est toujours été fait pour vendre. J'ai oublié de parler de Huerta, mais de la censure qui a été effectuée dans les années 60, etc., par rapport aux comics, etc., où il fallait la brûler parce que ça donnait de mauvaises idées aux jeunes filles. C'est des choses en fait très très violentes, en fait, des autodafés de bande dessinée, c'est quand même un comique, de comics. Non, moi je pense que Spielberg un jour il a dit pendant un moment le western était le genre ultime. Ça a duré 15 ans et puis après ça disparaît. C'est la même chose, c'est-à-dire pour moi Star Wars le dernier, je ne me suis même pas déplacé pour le voir en salle. Oui, je l'ai vu après, mais ça m'apporte rien. C'est-à-dire en fait, une nouvelle de Star Wars. Non, mais c'est bien, mais je veux dire, je le suis. Comment les choses sont réinterprétées, comment le travail en tout cas de 3D. Est-ce que Rogue One fait autre chose que de remplir un blanc dont on n'a pas une ellipse dont on s'en foutait en fait? Comment est il fait une ellipse, mais il fait genre. Ça remplit un blanc, une ellipse. Oui. clairement. Est-ce que c'est intéressant? À partir du moment où Disney est rentré dans le truc, bon, on va souper de films par an. Disney va rentrer dans tous les comics. Hein. Ouais, mais ils ont acheté la Fox, donc ils ont acheté. Tout ça même, j'ai racheté Nintendo si ça se trouve. Est-ce qu'on doit faire de la résistance à ça? Non, je pense qu'une œuvre en fait fonctionne aussi parce qu'il se télescope avec l'imaginaire, l'air du temps et quelque chose qui appartient à personne, c'est-à-dire est-ce qu'on a la pertinence, c'est-à-dire est-ce qu'on a envie d'aller. Moi, autant j'ai adoré aller voir The Force Awakens, autant le dernier j'en ai rien à foutre. Bon, il n'y a que du rouge, tu vois, donc déjà, laisse tomber. Non, mais ça n'apporte rien à la mythologie, parce que le problème actuellement, c'est que de servir la soupe aux fanboys. C'est ça le problème qui devient actuel. C'est-à-dire, avant, quand le mec, Lucas, il a fait Star Wars, il était tout seul. D'ailleurs, il a arrêté de faire du cinéma après. Vous avez remarqué, il a produit des films jusqu'à La Menace Fantôme, parce qu'il en a tellement souffert. Moi, j'aurais adoré qu'il continue à faire TSX 2000, je sais pas quoi là. Génial, extraordinaire, visionnaire et tout ça. Elle a fait ce film-là qui est redéfini, comme l'a fait aussi Jaws, les Dents de la Mer. Elle a redéfini la nouvelle période de cinéma, beaucoup plus massive, beaucoup plus pour tout le monde, beaucoup plus mainstream, beaucoup plus agressive aussi. Et d'un coup, en fait, les films sortaient partout, ils touchaient tout le monde, etc. On était jeunes quand on regardait Star Wars. Maintenant, c'est comme en rock. Si c'est trop fort, ça veut dire que vous êtes trop vieux. C'est simple que ça. Si tu penses que c'est trop fort, ça veut dire que vous êtes vieux. Et est-ce qu'il ne faut pas faire attention à ça? Moi, je regarde autour de moi les gens, comment ils réagissent au film. J'étais très content d'aller voir Ready Player One, qui est un truc très régressif, un peu con, mais marrant. Ça m'a amusé de voir des trucs que je connais, des Easter eggs dans tous les sens, qui devient aussi un gimmick de film. Ça s'adresse à nous. C'est comme Wreck-It Ralph. Je ne sais pas si vous avez vu le film Wreck-It Ralph. C'est un dessin animé sur les jeux vidéo, c'est ça. Sur les jeux vidéo, c'est comme Pixels. C'est comme Pixels. C'est un film, voilà, c'est un film comme ça. On regarde, on est content parce qu'on connaît les codes. On est dans une sorte d'entre-soi énorme. C'est-à-dire que les geeks du monde entier vont regarder ça, ils vont ressentir les mêmes choses à propos des mêmes moments. Et ça s'appelle un peu servir la soupe. Quand on recule un petit peu, quand on est moins dans le plaisir instantané de regarder quelque chose qui nous plaît,
on n'apprend rien. C'est presque, c'est même condescendant. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est pourquoi je voulais qu'on parle de ça, par opposition, par rapport à ce qui se passe actuellement. Comment c'est devenu tellement mainstream que tout le monde en parle et du coup, personne n'en parle. Il n'y a pas de regard vraiment critique sur ça. Et d'ailleurs, il y a un roman d'Alan qui vient de sortir qui est intéressant aussi par rapport au fait de décrocher. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut savoir couper. C'est comme le western. Dans 5 ans, il n'y aura plus de films de comics. Ça va être une ancienne mode. Ça va être pour les. Ça va être ringard. Spielberg l'a annoncé d'ailleurs. Il a dit que dans quelques années, il n'y aura plus de blockbuster. Ça sera fini. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit en fait il y aura tellement de blockbusters qu'ils vont finir par exploser la citadelle. C'est-à-dire il n'y aura plus rien. Plus d'argent, plus de films moyens, plus de films indépendants. Pour moi, c'est une fausse prophétie parce qu'il y aura un crash boursier. C'est intéressant ce qu'il dit. Oui. Ça rejoint ce que tu dis dans le sens où rien n'est éternel. Il y a toujours des Non, mais lui, il l'a dit dans un sens économique, pas forcément créatif. Parce qu'il se dit, si on commence à parier que sur un cheval à 400 millions de dollars, à un moment donné, ils vont perdre 4 milliards de dollars et il n'y aura plus rien. Ça va être les Chinois qui vont produire d'autres films, les Japonais, les machins et tout ça, et on va revenir à autre chose. Le western s'est cassé la gueule parce qu'il n'y avait plus le désir de regarder des westerns. C'est le public qui détermine. C'est-à-dire, à un moment donné, moi, je ne suis pas allé voir Star Wars, c'est inenvisageable. Pour moi, c'est inenvisageable de me dire, bon, je vais à l'IMAX, je vais mettre le son, je vais bouffer des popcorn et regarder un film Star Wars. C'est-à-dire, c'est inenvisageable. Je me rappelle, même les films pourris qui ont été prélogés, je ne sais pas comment ça s'appelle, je suis allé les voir, tu vois. J'ai pris le train, l'autobus, le taxi, tu vois, j'ai des saf pour aller voir ça. Parce qu'il y avait un appel, il y avait quelque chose qui s'appelait la nostalgie, il y avait quelque chose, l'envie de découvrir quelque chose de nouveau, mais ce n'était pas un service après-vente. Pour moi, Rogue One, on est dans le service après-vente. Vous n'avez pas vu cette partie-là, bon, on va vous la montrer. Il fallait coller l'histoire. Voilà. Est-ce que c'est intéressant? Je pense que l'ellipse, dans toutes les histoires du monde, c'est l'ellipse qui fait la force de l'histoire. C'est pas l'inverse. C'est pas en reconnaissant les blancs de l'histoire qu'on laisse de la place à l'imaginaire, parce que c'est ça qui est intéressant. Découvrir des choses avec des trous, même des problèmes de scénario, ça ne nous gênait absolument pas. Tant qu'on était dans on invoquait des esprits, on a invoqué une enfance, on a invoqué quelque chose qui est précieux. À chacun, c'est-à-dire chacun l'interprète. Moi j'adorais cette culture geek un peu où les gens se bagarraient. Est-ce que c'est Star Wars ou Star Trek? Ça se bagarrait. Tu vois, ça créait un truc un peu creux, mais qui permettait à des gens d'être dans un conflit positif. Garder cette ambiguïté utile, comme dirait Kissinger. Donc voilà. Question 29, c'est quoi? Non, si vous avez d'autres questions, bon, Sahibi. Je sais que tu vas dire un truc intéressant. Oui, justement. Parce que bon, vous avez dit pas mal de choses à propos des comics, de la bande dessinée en général, mais il y a un aspect qui est certes très négatif à première vue, mais qui est réaliste. C'est l'aspect du manque de diversité culturelle et d'ouverture d'esprit dans les comics. Je m'explique, c'est-à-dire que... Quelle période on parle? Non, en général... Là, de quelle période on parle? Parce que si on parle des années 70, c'est faux. Il y avait beaucoup de personnages noirs, asiatiques, femmes, toutes les diversités, même des aliens. Il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Un peu avant, c'est vrai. Un peu avant, on était dans un rapport blanc-blanc. Peut-être dire des situations manichéennes. Non, mais c'est le propre du comics. C'est-à-dire que les personnages de comics qui venaient d'autres minorités, à part la minorité blanche, c'est-à-dire qu'ils jouaient un peu le rôle de faire valoir. C'est-à-dire pour ça, on n'utiliserait pas plus d'une case pour ces personnages-là. C'est-à-dire on les ferait tuer rapidement ces personnages-là. Mais ce qui est le plus important, c'est que c'est toujours le héros blanc, le héros, la race supérieure, c'est nous qui dominons le monde. Voilà, quelque chose dans le genre. Et après, il y a eu des trucs de la black exploitation et tout ça. Notamment, dans le DC Comics, il y a eu un Green Lantern noir aussi, et tout ça. Il y avait Black Panthers. Mais ce que je ne comprends pas vraiment, c'est de savoir c'est que, est-ce que ces personnages étaient exploités de manière égale que les autres personnages de comics en général, ou un peu moins, ou un peu plus, et même aujourd'hui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est encore le cas un petit peu. C'est-à-dire que bon, on essaie de faire des efforts pour mettre des personnages venant d'autres minorités comme personnages principaux dans les comics, mais à l'heure, aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait le cas. Ça progresse. On est quand même dans l'adaptation cinématographique de comics qui ont déjà existé. Donc on est quand même dans une continuité. Si elle ne correspond pas à l'époque de Captain America, c'est difficile de le rendre noir. Maintenant, il a été noir pendant 50 ans. Et pourtant, c'est envisagé pour le futur. Ce que je veux dire, c'est que bon, on hérite quand même si on prend par exemple le cinéma américain qui aujourd'hui a systématiquement une vedette noire dans le film obligatoire, etc., etc. Dans les comics, ça ne s'est pas encore fait, tout simplement parce qu'on est dans la continuité
de quelque chose dont on a hérité des années 60-70. Non, mais il faut biaiser. Je pense qu'il y a c'est vrai, dans les comics, il y avait des atavismes. Pour moi, Marvel a été beaucoup plus progressiste, par exemple, que DC Comics, où, en fait, après même, Superman, c'est un étranger. Ça peut être un noir, ça peut être c'est un étranger qui vient dans une partie, dans un pays qu'il ne connaît pas, et ce pays l'adopte. Ça peut être tous les réfugiés du monde. La plupart des comics étaient aussi des comics de propagande. Enfin, Superman, bien sûr, bien sûr. Dans la propagande, c'est quand même le blanc américain, l'hétéro, tout ça qui est mis en avant. Oui. Et c'est aussi un peu normal, même si ça évolue un petit peu aujourd'hui, de voir que c'est encore le cas. Il y avait quand même des gens, mais pas qui considéraient que c'était la résurrection du riche. Mais ça reste chrétien, c'est américain. On est quand même dans cette vision. Non, pour moi c'est plus biaisé. Superman c'est aussi un étranger, c'est aussi un foreigner. C'est quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui est accepté par le pays pour ce qu'il est, et ce qu'il est, il peut apporter des choses. C'est comme les génies, c'est pas un génie qui vient d'Inde. Hein? C'est un immigré quoi. Voilà, c'est un immigré, etc. Sauf que quand il n'est pas Superman, il est complètement américain, dans son petit costume. Oui. Mais derrière l'apparence, de l'intégration aussi. En fait, je donne juste. En fait, pour ne pas rester sur le premier degré de lecture d'un personnage comme Superman, on peut parler d'autres choses. Pour moi, à partir des années 70, le cinéma d'exploitation a apporté Shaft, a apporté un nombre de personnages noirs qui marchaient. En fait, il y avait plein de personnages noirs qui étaient centraux, qui n'étaient pas des faire-valoir ou des machins. Black Panther, c'est un personnage qui avait son arc. Power Man, c'est un personnage qui avait son arc. Blade, c'est un personnage qui avait son arc, etc., qui était très populaire. Après, il faut pas se tromper. Il n'y a pas de gentil et de méchant, il n'y a que de capitalisme. C'est-à-dire, si ça marchait, ça continuait. Si ça marchait pas, ça périclitait, etc. Donc, voilà, c'était un peu pour reprocher au univers de comics son incapacité à pouvoir faire preuve de diversité culturelle, de toujours prévaloir certaines minorités à d'autres. Ok, je vais le dire à Stanley quand je vais voir. Après, il y a quand même une série où tu as une femme noire qui a fait, elle s'appelle Martha Washington. Martha Washington, oui. Et Frank Miller. Dave Gibbons et Frank Miller. Et c'est une série de 4 tomes. Tu vois d'ailleurs le président américain, parce que c'est en 85 qui a été sorti. Et tu vois le président américain actuel, il est représenté dedans. T'as le même personnage. Pour moi, les deux, pour moi, ce que j'ai toujours considéré, enfin jusqu'à maintenant, que les quelques exceptions qui dérogent à la règle, c'est par exemple, dans la dernière adaptation des 4 Fantastiques où ils ont remplacé le personnage de Johnny Storm par. D'habitude, Johnny Storm est toujours représenté par Blond. Dans la dernière adaptation, même si elle était ratée, ils l'ont remplacé par un acteur afro-américain, ça je. Franchement, oui, mais il faut aussi l'interpréter comme du politiquement correct. C'est-à-dire, il y a toujours, c'est toujours à double tranchant. Pour moi, je ne le prends jamais au premier degré. Il faut toujours chercher aussi un angle d'attaque différent, c'est tout. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter de dire, bon, il est noir parce qu'il n'est pas en noir. Hulk, à la base, il est gris, il n'est pas vert. C'est juste un problème d'impression qu'on a fait un personnage vert. Il y a ça, il y a aussi... Mais il y avait une question, pardon, comme ça on ne s'enfonce pas. La dame, il avait une question. Oui, moi je voulais revenir sur l'enfant des années 80 au Maroc et qui découvre il est toujours là. Et qui, parce que justement toute l'analyse que l'on a, j'imagine que l'enfant, quand il voit les BD, c'était pas du tout ça. Non, pas du tout. Et c'est justement, est-ce que c'est en relisant les mêmes BD ou est-ce que c'est compulsif plutôt, c'est de plutôt lire toujours les nouvelles BD? Et puis est-ce que c'est d'abord les couleurs, après c'est les textes, et est-ce qu'il y avait les décors aussi? Parce que les comics c'est beaucoup dans le monde urbain. Est-ce que ça... C'est aussi quelque chose qui t'a marqué ouais, je pense que pour moi, le premier contact, c'est vraiment les formes. C'est-à-dire comment un personnage saute en l'air, comment il est dépeint. C'est la danse en fait. C'est-à-dire Spider-Man, c'est un danseur. Quand il est dessiné, on a l'impression qu'il fait des acrobaties dans tous les sens, comme un danseur. Ça, c'est le premier contact. Le deuxième, c'est aussi de vouloir comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire le rapport à l'histoire. Pourquoi ce personnage, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il se bagarre avec celui-là, c'est quoi les nuances en fait. C'est-à-dire les nuances viennent parce qu'on s'intéresse un peu plus, on rentre dans le détail, vraiment dans l'infiniment petit par rapport à une BD. Il y a toujours des niveaux de lecture possibles. La première, c'est de tourner les pages en disant c'est joli, c'est beau, c'est joli, c'est beau. Du coup, vous relisiez les mêmes BD, les mêmes BD? Oui, parce qu'on n'en avait pas beaucoup.
Oui, non mais même moi, même mes enfants aujourd'hui, hein, ils lisent 20 fois les mêmes livres, mais parce qu'il y a une multitude de lectures, justement. Quand on grandit, on ne lit pas les choses. Oui, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai fait une expérience personnelle, en tout cas, c'est de voir le même film une fois par an pendant 10 ans. Et ce film, c'était Impitoyable de Clint Eastwood. Chaque année, je le regardais la première fois, ça m'a soufflé, je trouve ça puissant, c'est-à-dire la relecture, la mise en abîme du mythe. On parlait de western, je trouvais ça. Et puis la deuxième fois, j'ai découvert autre chose. Et comme en fait, on grandit aussi, notre regard s'émousse ou s'aiguise, notre centre d'intérêt se déplace vers le haut, vers le bas, vers la gauche, la droite, et du coup on n'est plus la même personne, c'est ça qui est génial. Et j'avais fait ça la même expérience en lisant le même roman pendant 10 ans. C'est Le Salaire de la peur, que j'adore. Quand je l'ai lu la première fois, ça m'a soufflé, la deuxième fois j'ai trouvé autre chose, et chaque fois en fait, finalement c'est juste notre transformation par rapport à quelque chose qui est inerte, qui ne bouge pas, mais qui est pertinent. Parce qu'on offre des niveaux de consistance qui permettent à la même personne de lire, pas forcément lire ni voir la même chose à chaque fois. Et c'est ça, en fait, pour moi, le beau cinéma, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas embrasser toute la vie d'un coup. Il faut voir le film, et puis le revoir, et puis expérimenter, et puis tester, et puis après rentrer dans une phase où on essaie d'analyser pour comprendre qu'est-ce qui nous a plu la première fois. Et moi, mon travail aussi, c'est d'être dans ce rapport-là, à la fois affectif et intellectuel par rapport aux objets d'art. Ça me permet à la fois de comprendre comment ça a été fabriqué, comment ça m'a touché, et pourquoi. Et c'est ça le rapport au monde, c'est-à-dire comment le monde nous atteint, comment on laisse le monde nous atteindre ou pas, etc., etc. Pour moi, ça a toujours été fondateur. C'est-à-dire, après, on accepte d'être dans des émotions pas forcément binaires. J'aime, j'aime pas, c'est drôle, c'est pas drôle, c'est tragique, c'est pas drôle. On peut être dans quelque chose de beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus personnel, beaucoup plus singulier. Et il faut aussi se dire que les comics se sont aussi faits pas forcément par réflexion, c'est-à-dire les gens devaient produire de la page. Jack Kirby, je ne pense pas qu'il réfléchissait beaucoup en dessinant ses personnages. Il ne se posait pas beaucoup de questions en fait de est-ce que ça, le golem, ça, c'est cet héritage juif, et comme ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on a ce rapport-là à la Shoah, etc. Alors que c'est implicite, c'est sa culture en fait, en tant que juif new-yorkais, même sans s'en rendre compte, elle était dedans. Ça venait de lui, ça le traversait, ça venait de... C'est ça la vérité en fait de l'art, c'est à un moment donné des choses qui sortent de nous, on ne les maîtrise pas des masses. Hein. Moi quand je vais faire un film, le thé il est dedans. Hein. Que ce soit un film de science-fiction ou sur un monstre, il y aura le thé. À la menthe, tranquille, tu vois, beaucoup de sucre aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire c'est cette vérité-là qui est intéressante, qui transcende les époques. Et quand je disais qu'un dessinateur comme... Il y a des milliers de dessinateurs très grands, très forts, probablement plus talentueux, plus pertinents, etc., mais qui n'ont jamais la touche, quelque chose de singulier qu'avait Jack Kirby, qui dessine des tonnes de pages tout le temps. Jusqu'à l'inconscient aussi. Lui, il s'en plaignait aussi. Il y a un très très beau livre qui racontait en fait ces années-là sur Marvel. C'était un esclave, c'est-à-dire il était obligé de faire 24 pages ou 12 pages, je ne me rappelle pas, par semaine. Et il ne travaillait pas sur une seule série, il travaillait sur 7, 8. Donc il ne dormait pas, il n'avait pas de vie, il était exploité dans le sous-sol comme un esclave, etc. Il fallait qu'il fournisse la page. Ça ne laisse absolument pas un espace pour intellectualiser. Mignon de venir après dire, bon, lui il parlait de ça, ça évoque ça, etc., etc. Non, lui il était dans la rotative en fait. C'est là où les atavismes fonctionnent, c'est-à-dire, oui, tout était blanc. Et après, en fait, on commence à réfléchir, pourquoi il n'y a pas un Afro-Américain. Et puis vient le succès de la black exploitation, de Shaft, de machin et tout ça, de la musique Motown, etc. Et donc il y a une niche de lecteurs noirs. Bon, on va inventer des personnages noirs dans tous les sens. Après, africains, même il y a des personnages musulmans dans les comics américains, assez étrange. Tu vois. Donc ça évolue aussi parce que c'est aussi un commerce, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur de cette dimension-là. C'est un commerce, ils ont des quotas, ils ont des classements de vente. Quand ils veulent faire un grand coup, ils tuaient quelqu'un et ils redémarraient à zéro les séries. Et il y avait plein de gimmicks en fait pour réactiver en fait la curiosité d'un lecteur qui est vieillissant. Qui est très vieillissant, parce que les enfants actuellement découvrent Spider-Man à travers les films, avant probablement ou pas, de bon, je vais voir qu'est-ce que ça sent dans la BD, c'est un peu
déceptif parce que finalement ils vont pas trouver la même personnage, il y a des nuances, c'est un peu plus compliqué, c'est moins spectaculaire. Pour moi, ce que j'adore dans Strange, c'est la qualité de papier, c'est la qualité d'impression qui est un peu dégueulasse, qui s'effrite quand on le laisse trop sous le soleil, parfois ça attire des mises, tout ça. Ça fait partie de l'expérience de lecture. Moi j'adore l'ouvrir comme ça et renifler. Comme on achetait de nouveaux livres à la rentrée scolaire, j'adorais sniffer la colle, tu vois. C'est la seule drogue que j'ai pris de toute ma vie, tu vois. Vas-y, Roland. Moi, c'est au réalisateur, j'avais une question. Donc bon, on connaît tes films, on sait que tu fais régulièrement des références à la culture pop, les comics et autre chose, la musique, tout ça. On connaît du coup ton travail graphique avec tes romans graphiques, avec ton exposition, etc. La question que j'aimerais te poser, c'est quand est-ce que tu nous réalises un film ou une série d'animation? Parce que du coup tu dessines, tu filmes, pourquoi ne pas combiner les deux dans ces quatre? Ça pourrait être intéressant. En fait, moi, hier, quelqu'un m'a posé une question très marrante, c'est-à-dire, j'adore Sainte Rita, c'est un roman que j'ai, mon deuxième roman. Il m'a dit, quand est-ce qu'on verra l'adaptation? Je lui dis jamais, en tout cas pas par moi. Parce que pour moi, la forme finale, c'est ça. Quand je fais de la BD, la forme finale, c'est la bande dessinée. Non, je ne te demande pas d'adapter. Non, mais je sais, je vais répondre. Pour moi, quand j'aurai le temps, quand j'aurai une histoire qui demande d'être racontée de cette façon, maintenant c'est un peu trop à la mode, c'est presque. Ça n'a pas d'intérêt finalement de faire un film d'animation, à part si l'animation a un rôle dans l'écriture en fait, un rôle dans un sens en fait, parce qu'on ne fait pas un choix de dire bon, je vais faire un film d'animation. Il y a 10 ans, j'aurais pu réfléchir comme ça, tiens, c'est pour faire un truc différent. Sauf qu'on s'en fout de faire un truc différent, il faut faire un truc pertinent ou impertinent. Il faut choisir ce qu'on a envie de faire. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant de dire, si j'ai l'histoire qui me permet de raconter, faire un film d'animation, je chercherai les fonds, je trouverai 4 ans de ma vie pour moi, parce que c'est hyper long de faire c'est beaucoup plus laborieux, parce qu'il faut construire from scratch tout un film, alors que quand on tourne, on peut s'adosser à la réalité, au réel, au monde, etc., pour construire quelque chose de... Alors, si je peux me permettre une chose, tu avais parlé d'une petite parenthèse qui m'a énormément touché, qui m'a même fait faire revivre un vrai flashback et sur laquelle je voudrais apporter mon petit témoignage personnel. C'est que justement, je me rappelle dans notre enfance, comme tu disais, quand on jouait encore au billes, dans un terrain, Del Henry et tout ça, avec plein de et par rapport même aux romans ou aux lectures que nous proposaient les profs ou les instituteurs, si tu veux, ça ressemblait tellement à une corvée de classe que les seules choses qui pouvaient nous permettre de s'échapper un petit peu, d'ouvrir notre imagination, de vivre dans un autre monde, même qui était futuriste, tu sais, par rapport au Marvel, à Strange, avec tous les personnages, bah, même si on compare par rapport au film passé à la télé, ça nous permettait une réelle évasion et se représenter dans d'autres mondes qui étaient presque je vais dire de la science-fiction, sans en avoir honte. Et donc c'est ce qui nous permettait d'échapper un petit peu même dans notre imaginaire à ce quotidien dans lequel on vivait avec des super-héros et à rêver, sans en avoir honte de le dire, même le truc d'esthète, tu vois ce que je veux dire, sans aucun a priori par rapport ni au capitalisme, ni au blanc, ni au noir. Ça ne se posait pas la question, c'est un être humain, même s'il était étranger. Strange, c'est ça ce que ça veut dire, c'est un étranger, c'est quelqu'un qui vient de différentes cultures et tout ça. Et donc, Strange. Oui, même Aïko ça tranche. Comme ça va se battre. Non, mais sincèrement, c'était vraiment le seul truc qui nous permettait, comme tu dis d'abord, le premier contact avec ces BD-là, c'était chez Mousselet, qui était le vendeur de pépites. Et après, on a commencé à s'approprier et acheter des BD qu'on faisait tourner entre nous et qu'on relisait de temps en temps. Et pour en revenir à un dessinateur, si je peux me permettre, pour boucler la boucle, qui m'a énormément marqué dans les années 83-84, c'était qu'il avait amené quelque chose de nouveau dans la BD, parce que j'étais vraiment, tu sais, c'est l'amour de la BD, etc. C'était, je ne sais pas si tu connais Enki Bilal.
Lui, il a amené carrément tout un monde différent au niveau du dessin, le trait. C'était vraiment carrément un artiste qui a apporté quelque chose de nouveau, voilà, de plastique dans la BD. Et voilà, merci. Non, mais je pense que l'idée, c'est pas de dire que c'était la seule fenêtre vers l'imaginaire ou vers l'absence de noir, parce que finalement, on vivait beaucoup dans le noir dans les années 80. Le noir de la télé qui s'arrête, qui démarre, et moi j'ai fait même des films là-dessus pour psychanalyser. Si je peux me permettre, il faut se rappeler quand même. Bon, c'est vrai, bon, j'allais dire peut-être plus jeune que moi, mais là je ne veux jamais rien dire. Mais moi, je suis né un petit peu avant toi, donc ce qui fait qu'en 77, déjà moi j'étais en train de lire les BD, des trucs comme ça. Alors, avant 77, quand tu te rappelles ce qui se passait dans la télé marocaine, moi je me rappelle, tu sais, l'époque où ça commençait à 6h ou à 8h du soir et ça s'arrêtait à 11h ou à minuit. Et souvent le reste de la journée, il n'y avait rien du tout et c'était encore du noir et blanc. Et qu'est-ce qu'on te proposait dans les programmes de télé, à part les trucs schnock d'Égypte, de Syrie, du Liban, avec tout le respect que j'ai pour cette culture, mais il fallait voir ce que eux ils nous proposaient à la télé, tout ça. Donc pour nous, les Marvel, les Strange, comme tu dis, toi, c'est carrément pour nous, c'était... Ouais, c'est pourquoi je parlais de trauma, c'est-à-dire c'est un trauma positif dans le sens où, parce qu'on a vécu une privation, qu'on a construit autre chose, c'est-à-dire c'est pas forcément une mauvaise chose. Après c'est l'époque, c'est notre énergie en fait, c'est-à-dire pour moi c'est pas... quand même le côté de la chose. C'est le côté économique. Combien on louait une BD? C'était dérisoire. Ouais. C'était dérisoire. C'est rien du tout. Tout le monde. Oui, c'est parce que tu. Non, mais je veux dire par rapport au liquide. De la boule, après tu viens et après il rebondissait avec chaque papier. C'était. Et même quand on essaie d'avoir une discussion comme ça. Pas mal de gens qui étaient encore sur ce type de... Ouais, c'était abordable, c'était très très abordable. Même pour un enfant comme moi, je pouvais en fait aller acheter un pain au lieu d'acheter deux pour ma mère et lui dire que j'ai perdu un dirham. Ça faisait sens, tu vois. Si vous voulez 80 ziar, vas-y, tu vois. Donc mais on échangeait aussi. Les gens achetaient, c'était plus loué qu'acheter, et puis on échangeait. Voilà, exactement. Ça circulait aussi. On va pas faire les vieux schnock en disant ah c'était mieux avant quand même, mais bon, c'est autre chose. Question. Juste pour faire écho à la question de Roland tout à l'heure, parce que je sais que l'influence de la BD dans l'œuvre, dans ton style, est beaucoup plus subtile qu'une question de storyboard en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais au début, en revoyant Anne par exemple, il y avait ce côté-là. J'ai en image maintenant quand le flic exécutait la fratrie. L'image finale de chaque mort, c'était carrément quelque chose une présentation. C'est quelque chose qui s'estompe un petit peu dans ton style. Je ne sais pas si c'est conscient, c'est du storyboardé plus au début, moins à la fin, ou juste c'est une question qui sort comme ça. Non, je pense que là, c'est quelle histoire on raconte. Pour moi, The End, c'était un film dichotomique, en noir et blanc, qu'au noir et blanc, il n'y avait pas de gris, sur en fait un ressac historique, c'est-à-dire comment les erreurs du passé reviennent et nous éclaboussent, et c'est pas très joli, et comment gérer ça sans être dans le discours, sans être discursif, sans être dans l'explication de texte, sans dire ah, lui le méchant, lui le bon, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de bon, il n'y a qu'une région du monde touchée par un phénomène et ça se traduit par de l'agressivité avec que des hommes un peu qui sont tués dans tous les sens. Moi je trouvais intéressant d'en faire une fable parce que ça me permettait de dire des choses extrêmement pointues. D'ailleurs ça m'a valu beaucoup de problèmes après. Pointues sur la politique, sur Hassan II, sur des choses comme ça. Tout le monde se rappelle de cette séquence, de cette scène d'amour entre deux personnages et au moment de la jouissance, Hassan II, il y a une photo de Hassan II qui sourit. Quand on me posait la question, je leur disais, bon, la photo était dans le décor, si vous voulez, on peut pas donc, voilà, pour moi ça appartenait à cette énergie. Ça appartient en fait à cette époque-là et puis à la connaissance de cette époque-là. Comment raconter quelque chose d'extrêmement complexe, indicible parfois, la violence qu'on a vécue, enfin que les personnages vivent
par rapport à cette vengeance, par rapport à ce rapport, par rapport à cet amour, etc., est tellement extrême que la seule manière de le raconter, c'est d'être dans la fable. La fable permettait au personnage d'exister, et en même temps, la fable permettait à l'histoire d'être protégée. Je sais pas comment dire, il y a une sorte de socle comme ça qui disait, bon, ça c'est une fable. Donc on peut l'interpréter de 1 milliard de manières différentes. Voilà, cette distance-là pour moi était nécessaire. Et la distance était véhiculée par l'esthétique. Il n'y avait pas de quelqu'un qui disait, il y a 2000 ans, quelqu'un a vécu, ou un truc comme ça qui glissait pour dire dans une galaxie. Non, non, je ne pouvais pas. J'avais envie que ce soit à la fois très réaliste et probablement ultra réaliste aussi. C'est comme l'ultra violent dans le film, c'est très, très, très violent. Parce que que ce soit graphique, on ressent la violence des flics, la violence des voleurs, la violence de la société, l'écrasement du flic par sa femme, etc. Bref. Donc pour moi, ça fait sens. Après, pour moi, dans Headbang Lullabies, pour moi, c'est extrêmement BD graphique, tu vois, un peu plus européen probablement, mais on est dans un monde où personne ne regarde le ciel à part le spectateur. Parce que j'ai filmé beaucoup en contre-plongée, des personnages qui marchent et qui est tout le temps des nuages, c'est extrêmement particulier. La couleur, on a travaillé pour que ça soit très très particulier, un peu jaunâtre, on ne sait pas est-ce que c'est de la barbe à papa, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça a été fait en image de synthèse et tout ça. Parce que ça disait en fait que les personnages, leur destin c'est de regarder leurs pieds, de ne pas rêver. On est en train de parler de BD, comment à un moment donné tu es dans des sociétés où il n'y a que des murs, la seule manière pour toi d'ouvrir les chakras, d'ouvrir le cerveau, c'est de regarder vers le ciel. Regarder vers le ciel, c'est regarder une BD, c'est regarder un film. Je me rappelle des phénomènes, il y avait des cafés avec des VHS qui passaient des films toute la journée. Je partais les mercredis quand j'avais plus l'école, je passais toute la journée. Je me trouvais 3 dirhams, j'achetais un café mharres, qu'on a toute la journée, et bon, ça restait pendant 12 heures, tu vois. Pour regarder des films, parfois en boucle. Après, c'était pas noble, c'était Chuck Norris, je sais pas quoi, des films un peu série B, série Z, mais que ça nourrissait notre imaginaire. C'est pas la valeur intrinsèque de l'œuvre, c'est notre rapport à ce moment-là qui est fondamental, qui participe au trauma. Moi j'ai vu Citizen Kane très très tard, tu vois. Ce n'est pas fondateur de mon désir de faire du cinéma. J'ai vu Apocalypse Now beaucoup plus tôt. Il est beaucoup plus proche de cette fièvre que je cherchais que Citizen Kane par exemple. Vertigo, c'est la même chose, sachant qu'au Vertigo, on l'a vu chez Ali Hassan, notre ami Ali Hassan. Bon, c'était Rêve Vertigo. Rêve Vertigo. Avec le journal. Donc, mais c'est important, c'est-à-dire l'absence d'image, pour moi, c'est l'ellipse. C'est-à-dire, on revient à pourquoi on fait Rogue One pour raconter une ellipse de merde. C'est con. L'absence d'image, volontaire ou involontaire, c'est-à-dire le principe de censure dans ce pays-là, participe aussi à former un imaginaire possible. C'est-à-dire, on peut se projeter. Quand il a arrêté le film parce qu'il y avait une akhbar et qu'il faut attendre, je devais boire du café, j'avais 10 ans, je devais boire du café pour rester éveillé, tu vois. C'est une aventure humaine extraordinaire. Quand tu dis ça à quelqu'un maintenant, tu dis bon, vous êtes des fous, quoi. Vous êtes des fous, etc. Sauf que non, cet effort-là est important. C'est ça qui fait de nous ce qu'on est actuellement, avec nos défauts, avant nos qualités, mais c'était important pour nous d'être en résistance en quelque sorte. Parce que pour moi, quand je vois ça, je dis, on n'était pas là en train d'accepter la loi dictée par la société, on voulait s'affranchir de ça, malgré les interdits, malgré le fait que, bon, tu passes un film, on coupe en deux, et bon, t'enlèves tous les baisers, rien ne dépasse, c'est mignon, gentil, mais ça devient épileptique. Si le film est rapide, ça part dans tous les sens, et l'un des plus grands souvenirs de mon enfance, c'est Le Bon Labyrinth de Triomphe. Quand je l'ai vu, ça m'a transporté. Quand je regardais en Blu-ray, enfin après, pour le revoir et le revoir là, j'ai dit bon, j'ai jamais vu ce film, quoi. Ouais. Quelqu'un avait dit que quand il coupe le baiser, on a l'impression que le gars donne un coup de tête. C'est une métaphore de l'amour aussi dans le monde arabe. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je peux me permettre, puisque tu viens de parler des baisers qui étaient coupés dans les films, moi je crois que le seul premier film, par rapport à l'époque où on allait au cinéma, où ils ont peut-être coupé le moins de baisers, ça a été un film d'Halim Hafed qui s'appelait Habib Shazara. Et même ça cartonnait. J'en ai gardé même un souvenir. Les gens, ils allaient le revoir et tu entendais toute la salle en train de compter le nombre de baisers dans le film. Je te jure, c'était incroyable. C'était incroyable. Non,
mais je disais ça, tu sais, parce qu'il y avait le bouche à oreille qui marchait plus par rapport à la censure justement des DVD dans les films. Et celui-là, c'est un peu comme l'exemple que j'ai essayé de faire tout à l'heure de Thelma Louise en Arabie Saoudite. S'ils avaient coupé toutes les séquences de baiser, et combien il va durer le film? Comme plutôt. D'autres questions, les amis? On va boire un café. Ah, et regarder je connais les